Bon, alors, Zoom. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Willy et je suis formateur et designer en permaculture. Et donc, j'ai créé ma structure qui s'appelle Octopus il y a 1 an et demi. Et je suis à côté de Dole. Alors, avant de lancer dans le sujet, en fait, mon métier, c'est donc de former les gens aux méthodes de permaculture et d'agroécologie. Moi, j'ai moi-même été formé en Ardèche auprès de Terre et Humanisme. C'est une association qui avait été créée par Pierre Rabhi, il y a déjà un petit moment, le regretté. Et j'ai un diplôme de designer en permaculture que j'ai eu en Belgique, parce que ça n'existe pas vraiment en France. Alors, donc aujourd'hui, on va discuter permaculture et en particulier, c'est comment aménager un potager, comment démarrer, qu'on soit en maison ou en appartement. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont en appartement? Oui? Ok, super. Non, vous êtes en maison? Ok. Alors, vous n'hésitez pas à me poser une question, hein, d'accord? S'il y a un truc qui n'est pas clair. Alors, je vais commencer juste par expliquer un petit peu ce que c'est la permaculture. Donc, ça vient de l'anglais, enfin de l'australien, qui combine deux mots, d'accord? Culture permanente, permanent culture. Et donc, ça veut dire, voilà, quand on combine les deux, ça fait permaculture. Ça a été inventé donc il y a un petit moment par Bill Mollison. Et donc la permaculture, c'est une approche globale. C'est-à-dire que on essaie d'avoir une vision complète de l'environnement et pas juste l'endroit où on a le souci ou l'endroit où on veut faire pousser quelque chose. C'est important d'avoir une approche complète et pas juste sur le, vous voyez, pas juste sur le bout de son nez. Alors, en permaculture, si jamais je devais résumer ça en une phrase, on observe la nature pour s'en inspirer et l'imiter. Alors pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il faut imiter la nature? Ben oui, vous avez raison. Parce que, honnêtement, qui sait le mieux comment faire pousser des végétaux ou faire grandir des organismes vivants? C'est quand même la nature. Donc si on la regarde et qu'on l'observe, voir comment elle fait, peut-être qu'on peut s'en inspirer et apprendre 2-3 trucs. Donc c'est ça en fait, la base de la permaculture, c'est de reproduire les phénomènes, les écosystèmes équilibrés qui existent chez nous, sur notre terrasse ou dans notre jardin. Si on fait ça, eh bien en fait la nature, elle va bosser un petit peu pour nous gratuitement, elle va faire des choses pour nous à notre place. J'ai tendance à dire, chaque heure que l'on passe dans son jardin, à arroser ou à tuer les limaces, ou vous voyez, enlever les pucerons, chaque heure que l'on passe, c'est autant de choses que la nature ne fait pas elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si on passe beaucoup de temps dans son jardin, c'est que notre jardin il est déséquilibré. C'est pas forcément normal. Donc en permaculture, on va essayer de recréer cet équilibre. Ça va nous faire gagner du temps. Parce que moi, je suis un jardinier feignant. Alors peut-être pas vous, mais moi, si je peux plutôt profiter du jardin pour juste passer du temps ou récolter, j'aime mieux plutôt que tailler ou aller enlever les limaces. Ou, vous voyez, je préfère faire ça, moi. Alors en permaculture, il y a 12 principes. Je ne vais pas vous les expliquer les 12, mais je vais vous en présenter 3 principaux pour moi. Le premier, c'est donc observer et interagir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Avant de faire quoi que ce soit, il est important d'observer et de comprendre ce qui se passe. D'accord? Quand on a un souci, des fois, et c'est en lien avec le deuxième point qui est intégrer plutôt que séparer, ou dit autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire, essayer de réfléchir si on ne peut pas s'en servir de façon bénéfique. Quand on a un souci, on a le premier réflexe, c'est de dire allez, on l'écrase ou on le détruit. Ou ben, peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quand on est envahi par des limaces ou que, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si jamais on a besoin d'arroser très très souvent, peut-être que le problème vient d'ailleurs. Donc il est important d'observer et de comprendre ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit. Et souvent, la solution, elle est dans le problème. C'est un des principes aussi de permaculture. Et le dernier que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est utiliser et valoriser la diversité. D'accord? Alors ça va à l'encontre un peu des méthodes, je dirais,
de l'agriculture classique, où on a sur des hectares un seul type de végétal, d'accord? Eh bien, dans nos jardins, en permaculture, on essaye de valoriser la diversité végétale et animale. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on met plein de végétaux ensemble, des fleurs, des légumes différents? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pardon? Pour la symbiose, oui, c'est vrai, absolument. Alors là, on fait le lien avec le premier point, hein, c'est observer la nature. Sur la planète, où est-ce que la nature pousse le mieux? Où est-ce qu'il y a le plus de croissance végétale? Où est-ce que c'est le plus productif? C'est pas un piège, hein. Où est-ce que c'est le plus luxuriant? Ben, oui, voilà, dans les forêts amazoniennes, tropicales, d'accord? C'est là où il y a le plus de... Ça pousse quand même. Alors certes, ils ont le climat, mais si vous regardez là-bas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une seule espèce végétale qui pousse? Non, on est d'accord. Au contraire, il y a une énorme diversité et c'est très compact. C'est un petit peu différent du coup de ce qu'on a parfois l'habitude de voir dans notre méthode de culture classique. C'est vrai aussi sous l'eau. Quand vous regardez les jardins, les forêts de coraux dans les océans, c'est pareil, c'est une multitude d'espèces animales et végétales. Et donc c'est ça qu'on essaie de reproduire un petit peu dans nos jardins. Quand on fait de la permaculture, on essaye d'associer un maximum de végétaux et d'animaux. Parce que le jour où il y a un souci, soit climatique, bref, quand il y a une maladie qui arrive, si jamais vous n'avez qu'une seule espèce et que celle-là l'est touchée, ben vous perdez tout. Alors que si jamais vous avez une multitude de variétés, ben vous avez plus de chances que du coup de conserver votre production. On crée en fait des jardins résilients, c'est le mot qu'on utilise. D'accord? Alors donc la permaculture, c'est aussi une réflexion, d'accord, une approche. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Sur notre terrasse, notre balcon ou dans notre jardin, on a des différents éléments. D'accord? Un élément, c'est par exemple le potager, le bac à fleurs, le composteur, notre petit point d'eau, d'accord? Notre récupérateur d'eau de pluie. Tout ça, c'est des éléments. Chaque élément, ou une plante, une fleur, pardon, chaque élément a des besoins pour exister, pour s'épanouir, comme vous. D'accord? On a des besoins. Et chaque élément aussi sert à quelque chose, produit quelque chose. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que tous les éléments du jardin, on prend tous leurs besoins et on fait en sorte que tous ces besoins soient remplis par d'autres éléments dans le jardin. Vous me suivez? Oui. Alors, on va faire un petit exemple pour voir si vous avez compris. Je prends l'exemple de la poule. Du coup, tout le monde sait ce que c'est qu'une poule, hein? Alors, une poule, ça produit quoi? À quoi ça sert une poule? Des œufs, oui. Quoi d'autre? Ça mange des déchets, oui, et du coup, ça produit par les fientes, du coup, voilà, on peut dire de l'engrais, oui, mais naturel, oui. Quoi d'autre? De la viande, oui, effectivement, ça peut produire de la viande. Ou des plumes. C'est vrai, ça fait plaisir aussi quand ça chante. Ça fait pas plaisir à tout le monde toujours, hein. Des fois, il y en a qui sont pas trop contents quand les poules elles chantent ou les coqs. Les poules, ça produit aussi de la chaleur, comme n'importe quel animal. C'est pour ça c'est important. Ben oui, ça nettoie, ça tond, hein. Si vous mettez des poules chez vous, faire attention que ce ne soit pas un trop petit espace, parce que sinon, après, il n'y a plus rien. Par contre, sur un grand espace, ça permet aussi, ça peut faciliter, par exemple, l'entretien sous les arbres. Par exemple, une des pratiques que je conseille souvent, c'est revoir, parfois on nous dit oh, mes pommiers, ils ont une maladie ou ils ont des chenilles, etc. Si jamais vous mettez vos poules dessous, c'est réglé. Et il n'y en aura plus. Du coup, vos pommes ne seront plus véreuses. Vous voyez? Donc ça a plein d'intérêt, une poule.
Et ça a besoin de quoi une poule? Quels sont les besoins d'une poule? De l'eau? De quoi donc? Oui, à manger et à boire, oui. Quoi d'autre? Voilà, une maison, un endroit pour dormir. Ça a besoin d'un certain espace, hein, on ne les met pas sur une feuille A4, s'il vous plaît. Hein. Ça a besoin... Voilà, effectivement, pour être protégé. Alors c'est juste un exemple, hein, parce que je pourrais en mettre des dizaines, hein, de besoins. Et vous voyez le principe? Chaque élément sert à quelque chose et a des besoins. Donc quand on introduit quelque chose sur son jardin ou sur son balcon, on essaie de réfléchir quels sont les besoins de cet élément-là. Si on arrive du coup à remplir ces besoins par autre chose dans l'environnement, on va s'économiser vachement de temps. Par exemple pour l'eau, si jamais on ne prévoit pas ça et qu'on se dit juste j'aimerais lui donner à boire, c'est-à-dire que tous les jours il faut lui donner à boire. Si jamais vous mettez en place un petit système de récupérateur d'eau de pluie au-dessus du poulailler, bim, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous voyez? C'est ça la démarche. Et donc, oui. C'était quoi comme vermine? Des rats? Qui sont venus dans le poulailler? Effectivement, c'est pour ça que vous aviez raison quand vous disiez qu'il faut aussi de la sécurité. Du coup, la maison, la cabane, le poulailler dans lequel en fait dorment les volailles, ça a besoin d'être effectivement bien clos. Je vais vous donner une anecdote. J'ai découvert il y a 2 ans, c'était un des jardiniers que j'accompagnais. En pleine nuit, il s'est fait réveiller parce que ses poules piaillaient. Du coup, il est allé voir, il a cru que c'était le renard. Pas de renard. Par contre, elle était en combat avec un autre animal, un hérisson. Le hérisson, il est rentré, oui, parce que ça mange les œufs. Et du coup, ça gnoque. Donc il faut que ça soit bien clos, effectivement. Voilà, donc l'objectif, c'est de créer des écosystèmes, d'accord? Des symbioses entre les différents éléments. Ça va pour la théorie? Ok. Et donc, voilà, quand je conçois un espace, un jardin, c'est un exemple là, chez un particulier, tous les éléments qui sont positionnés sur le plan là, ils sont positionnés ici, dans cette optique-là. D'accord? Cet élément-là, il a ces besoins-là, il remplit ces fonctions-là. Et donc on pourrait dessiner en fait les flèches entre tous ces éléments et les interactions qui existent, comme nous en fait. Hein. D'accord? Par exemple, ici on a le poulailler, le potager, avec au milieu une serre semi-enterrée. Et en fait, sur son terrain, il est envahi de limaces, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un poulailler avec un parcours qui vient faire tout le tour pour protéger, si vous voulez, le potager des limaces qui pourraient venir de l'extérieur. Vous voyez, elles sont là pour une raison. On ne les pose pas juste à un endroit, pas que pour faire joli. Oui, oui, il ne faut pas que les poules aillent dans le potager, parce que sinon là c'est... Oui. Voilà. Oui, l'objet... Je ne sais pas si tu m'as entendu, oui. Mademoiselle, je ne connais pas votre prénom, dit qu'elle avait lu effectivement des gens qui créent un espace pour attirer les limaces à un endroit. Oui, comme un garde-manger. Et c'est vrai que... Mais du coup, c'est exactement le lien avec un des principes que je vous disais. Au lieu de détruire, intégrer les limaces, moi, pour lutter contre les limaces, en fait, je les nourris, exactement comme vous venez de le dire. C'est que si vous leur donnez à manger vraiment ce dont elles ont besoin, donc on observe, la limace, par exemple, dans la nature, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle mange, la limace? Qu'est-ce qu'elle préfère manger? La salade, non. Dans la forêt, la limace, elle mange quoi? Il n'y a pas de salade. Son mets favori, c'est le champignon. D'accord? Mais bon, voilà. Donc, si jamais vous lui mettez un endroit où il y a, du coup,
ce qui est, comment dire, qui favorise le développement de champignons. Si vous leur mettez les restes vous savez, les feuilles un peu moches de vos salades à un endroit un petit peu plus éloigné de votre potager, ben, il y a de bonnes chances qu'elles aillent là plutôt que votre potager. Par contre, il faut toujours l'alimenter, hein. Si jamais vous oubliez, c'est réglé, hein. Hop. Alors, comment faire pousser mes fruits et légumes? On y vient. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on fait notre potager? D'accord? Et donc, l'exposition est ultra importante. D'autant plus quand on a un petit espace ou quand on est en appartement. Donc, il faut chercher l'endroit qui est le mieux exposé. Donc, il faut quand même du soleil. Un végétal, pour se développer, idéalement, il a besoin de 6 heures de lumière directe par jour. D'accord? Donc, quelque chose qui est tout le temps à l'ombre, ça va être difficile d'avoir du coup des très très beaux légumes. Donc, si on peut, au soleil. Si jamais ce n'est pas toute la journée au soleil, il faut favoriser l'emplacement qui a le soleil le matin. D'accord? La meilleure lumière, le plus important, c'est le matin. Et à l'abri du vent. D'accord? Ça, c'est pareil, lorsqu'il y a beaucoup de vent, et ben, du coup, les végétaux, ils sont comme nous, hein, et puis du coup, ils poussent moins. Donc, une des premières choses à faire, c'est de planter des haies brise-vent ou de se mettre à l'abri du vent pour les végétaux. Alors après, on plante quoi? Ben, à chaque fois, ma réponse est, il faut que vous vous posiez la question, qu'est-ce que vous avez envie de manger en fait? D'accord? Cherchez pas midi à 14 h. Qu'est-ce que vous aimez manger? Et au lieu de faire une liste de 20 ou 30 légumes ou de fruits, ben, commencez doucement. Et vous en choisissez 3. D'accord? Vos 3 favoris. Donc souvent, c'est les mêmes, non? C'est quoi vos favoris? Les tomates, voilà. Les tomates. Les carottes, ok. Et les courgettes. Et des pommes de terre, ouais. Voilà, donc vous en choisissez 3. Et on commence par ça. On prend le plus gros, celui qui prend le plus de place au sol. D'accord? Vous voyez un peu, non? Ou pas ça? Hein, des courges, ça prend plus de place qu'une carotte. Bon, donc on prend le plus gros. Et ensuite, c'est à partir de ça qu'on va construire le reste du potager. C'est-à-dire qu'on va associer des légumes et des fleurs qui vont bien avec ce légume-là. Ça s'appelle le compagnonnage. D'accord? Par exemple, exactement, le basilic et les tomates, ça ne va pas bien que dans l'assiette, ça va aussi super bien dans le potager. Le basilic adore pousser à l'ombre des feuilles de tomates. Pas trop au soleil. D'accord? Je les mets vraiment au milieu des pieds. Et donc voilà, le compagnonnage, alors ça c'est pas facile parce que vous allez sur internet ou dans les bouquins, vous allez avoir 15 tableaux différents où ils vont dire ah ce légume là il va avec lui ou pas. Alors moi mon approche c'est prenez les légumes principaux, tout le monde est à peu près d'accord, voilà, que les tomates ça va pas avec les courgettes, que les patates on les met pas avec les tomates, voilà. Et après vous essayez, d'accord? De toute façon le légume va pas se dissoudre. D'accord? C'est juste qu'il poussera un peu moins bien. Donc une année, vous essayez, et voilà. D'accord? Mais il y a des règles. Par exemple, moi, mon départ, souvent, ce que je conseille au début, c'est les tomates. Donc quand je cultive, je fais une bande de 80 cm de large. D'accord? Pas trop large, parce que sinon on ne peut pas atteindre le milieu, et pas trop petite, sinon on perd trop de place. Donc au milieu, on met le légume le plus gros. Donc dans mon cas, là, dans mon exemple, les tomates. Okay, sur la ligne du milieu. Et après, de chaque côté, on va mettre d'autres, plus petits. Donc par exemple, derrière, on peut mettre des salades, une ligne de salade. Et devant, on peut mettre par exemple les radis et les carottes. Une ligne de radis, une ligne de carottes, une ligne de radis, une ligne de carottes. Ça va bien ensemble. Et des petites zones de basilic ou de fleurs ici ou là. OK? Et c'est vrai aussi sur un balcon. Voilà. C'est que le paquet sur une petite surface, je vais en parler dans un instant, mais l'association de ces légumes-là fonctionne bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une bonne terre? Parce que souvent, on me dit aussi, ma terre, elle n'est pas bonne. Mais en fait, une bonne terre, c'est une terre vivante. D'accord?
Souvent on me dit ah ma terre est trop argileuse ou elle est trop sableuse et du coup j'arrive pas. Et quand on est en plus en appartement, on n'a pas de terre, du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut rendre la terre vivante. On peut partir de n'importe laquelle. Il n'y a aucune terre qui résiste aux méthodes de permaculture et d'agroécologie. On arrive à faire pousser ça sur quasiment de l'argile ou dans le Sahara. Donc vraiment ça marche. Donc pour que la terre soit vivante, c'est comme nous. Hein, il faut lui donner à manger, à boire. Il faut la protéger du froid et du chaud. Et il faut qu'elle respire. Alors, pour lui donner à manger, ça se fait avec, par exemple, le compost. Le compost, vous connaissez un petit peu, vous en faites ou pas? Aussi, vous avez peut-être un lombricomposteur? Ok. Ok. Donc le compost ou le sol, pour le rendre vivant, il faut du coup le nourrir en matière carbonée et matière azotée. Vous voyez ce que c'est un petit peu? La matière carbonée, c'est tout ce qui est sec. Feuilles sèches, les feuilles mortes, le carton, le papier, le bois broyé, ça c'est le carbone. Non, les cendres, c'est à part. Je reviens sur les cendres après. Donc d'accord, il faut du carbone et de l'azote. Et l'azote, c'est tout ce qui est vivant, humide. Donc la tonte d'herbes fraîches, les épluchures de légumes, l'urine, ça c'est de l'azote. Et donc, voilà, oui, oui. Et donc, quand on veut créer une terre vivante ou un bon compost, il faut que l'équilibre carbone-azote soit respecté. En gros, un volume de carbone, un volume d'azote. Quand vous allez jeter un seau d'épluchures de légumes, l'idéal c'est de mettre un seau soit de feuilles mortes, soit de carton. Vous savez les cartons d'emballage qu'on récupère d'Amazon, mais c'est vrai, ou les rouleaux de sopalin, ou les rouleaux de papier toilette, tout ça c'est du carbone qu'on n'a plus besoin de jeter dans les poubelles jaunes, vous pouvez les garder. Ok? Et donc les cendres, oui, mais comme du sel. D'accord? Pas trop. Ça apporte beaucoup de choses, mais comme du sel. Sinon c'est trop, si on fait surtout pas un gros paquet de cendres, c'est pas une bonne idée. Et il faut lui donner à boire, la terre. Pardon. Alors, Madame dit il faut que le papier ne soit pas imprimé. Oui. Alors, il ne faut pas que le papier soit plastifié. Voilà. Donc par exemple, mais par contre, s'il est imprimé, aujourd'hui, par exemple, sur les cartons, en Europe, la loi oblige que les encres soient végétales. Donc un carton imprimé européen, c'est pas grave. Par contre, il faut enlever le scotch. En emballage carton, les emballages, vous savez, de céréales pour les enfants, genre Kellogg's et tout, là, il y a souvent du plastique dessus. Papier journal, parfait. Idéal, le papier journal. Ah si, vous pouvez y aller. Oui, c'est idéal. Et donc à boire, oui, il faut que le sol aussi boive parce que les organismes dans le sol ont besoin de boire. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en permaculture, on a moins besoin d'arroser si le sol est bien protégé. D'accord? Et comment on fait ça? En fait, on paille notre sol. Alors, le paillage, souvent on me demande, mais avec quoi on paille? Ben, la réponse est dans la question, hein, avec de la paille. C'est pas toujours facile à trouver, mais c'est vrai aussi pour les balcons. Hein. Il faut pailler ces cultures, ça fait une très grosse différence. Si on n'a pas de paille bio, pas facile de trouver de la paille bio, eh ben, il faut trouver un producteur, un agriculteur. Oui, ben, il y en a qui veulent pas la vendre, mais autour là, il y en a quand même quelques-uns. Oui, oui. Comment? Alors, quand est-ce qu'on paille notre terrain? Excellente question. Alors,
quand on ne sait pas, quand on se pose une question comme ça, on revient au principe de permaculture, on observe la nature et on se demande comment elle fait. Alors, quand est-ce que le sol est recouvert dans la nature? Comment? Alors, je repose la question différemment. Quand est-ce que le sol n'est pas couvert dans la nature? Non, jamais. Il n'est jamais à nu, le sol, dans la nature. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose sur le sol. Non, non, mais il y a toujours un végétal ou des feuilles. Si jamais on ne touche pas, ça n'arrive jamais que la terre soit juste la terre nue. Voilà. Et donc la réponse c'est il faut toujours que le sol soit couvert. Alors soit on le couvre avec un paillage, comme ça inerte, soit on le couvre avec du végétal. Donc c'est-à-dire qu'on vient planter ou semer des plantes et du coup c'est un paillage vivant. Mais il ne faut jamais qu'on voit la sol, sauf quand on sème. Les feuilles, la question c'est est-ce qu'on peut mettre des feuilles à la place de la paille? Idéalement, il faut les broyer ou les couper en petits bouts. Si vous avez une tondeuse, bah, vous les mettez sur la pelouse et vous tondez avec. Parce que sinon, les feuilles, vous savez, quand elles sont collées les unes avec les autres, bah, ça devient étanche. C'est pas une bonne idée, ça se colmate. Donc après, bah, vous pouvez utiliser du foin, vous pouvez utiliser donc, des feuilles mortes découpées. Vous pouvez utiliser il y en a qui produisent du miscanthus. C'est un autre type de paillage. Du bois broyé. Voilà. Les bâches en plastique, bah, moi, je ne suis pas forcément fan des bâches en plastique. Parce que le problème de la bâche en plastique, c'est que c'est vraiment étanche. Donc là, l'eau a du mal à pénétrer et l'oxygène aussi a du mal à pénétrer. Il existe des paillages en chanvre. Il y a une entreprise bourguignonne qui a développé du chanvre où du coup c'est colmaté avec de l'eau, il n'y a pas de colle. Par contre, c'est un petit peu cher. La paille, c'est vraiment l'idéal. C'est vrai que c'est chiant à trouver, mais quand vous l'avez trouvé, bah voilà, vous êtes tranquille. Ça demande un peu de recherche, je vous assure que ça se trouve. Et donc oui, bio, c'est pour ça que je disais bio. Mais si vous n'avez pas de bio, bah vous prenez une paille pas bio. Et donc on la protège du froid et du chaud. Ben voilà, la paille, ça sert à ça, d'accord. L'été, ça refroidit et l'hiver, ça réchauffe. Là, quand il gèle et que votre sol est paillé, ben, la terre dessous, elle est grumeleuse, elle n'est pas gelée. Du coup, tous les organismes vivants sont toujours là. Et donc là, c'est spécifiquement pour les jardins. On choisit aussi la taille idéale du bac. D'accord ? Dans quel contenant, en fait, on va mettre la terre pour faire pousser des légumes? Si jamais on prend un pot ou un bac trop petit, et bien quand il va faire chaud, ça va s'assécher. Et du coup, tous les organismes vivants à l'intérieur vont mourir. Et vous allez devoir arroser très très souvent. Et c'est pareil en hiver, si jamais le bac il est trop petit, et ben du coup ça va geler. Et tout ce qu'il y a dedans, pareil, va mourir. Donc la taille minimale que je préconise, c'est 60 par 60 par 60 cm. Donc ça fait quand même un bon volume. Mais quand vous faites ça, vous êtes sûr que même pendant la sécheresse et pendant les gelées, au cœur, il y a un espace où les organismes vivants peuvent aller se protéger du froid ou du chaud. Plus le volume sera gros, moins vous aurez besoin d'arroser. Voilà. Quand vous achetez vous savez, j'aime pas être trop critique, mais bon. Des fois, vous pouvez acheter des jardinières où c'est surélevé et vous avez un bac qui fait 10 cm de haut, là. Mais il faut arroser tous les jours en été, c'est la cata. Je vous l'ai dit, je suis un feignant. Donc, il vaut mieux acheter un gros qui coûte un petit peu plus cher. Mais par contre, vous allez vous y retrouver en termes de temps dessus après. Ah oui, bonne question. Quelle épaisseur de paillage? Oui, beaucoup. Moi, je mets au moins 15 ou 20 cm. Ah oui, non, il faut y aller. Hein. Oui, oui. De toute façon, vous allez vite le voir. Je veux dire, si vous ne savez pas, vous allez voir. Quand il fait chaud, vous allez voir la terre dessous. Si elle est sèche, c'est que le paillage n'est pas assez épais. Si les herbes, elles traversent, c'est que c'est pas assez épais. D'accord? Alors, à combien de temps après je mets le semis? C'est une bonne question. Quand on sème directement en terre,
là, on ne peut pas mettre le paillage. Quand on sème des carottes et des radis, là, il faut enlever le paillage. D'accord? Donc on le pousse sur le côté et là, on met les graines. Si jamais on remet le paillage par-dessus, jamais ça poussera. Donc là, on le met de côté et on laisse les carottes et les radis pousser. Le paillage, on va le conserver quand on va planter les tomates. Donc on a notre zone potagère toute paillée. Et on vient avec nos plants de tomates, par exemple, au mois de mai. Ben, on fait un petit trou dans la paille. D'accord? On voit la terre, on fait le trou et hop, on met notre plant de tomates. D'accord? La tomate ou autre chose. Hein. Et il faut que la terre respire. Oui, c'est cette chose-là. Ça a plein de noms différents. Elle a été inventée par Monsieur Grelin. C'est pas une blague. Et donc voilà, c'est grâce à lui que ça existe. Ça a plein de noms différents. L'aérobêche, l'aérogriffe, peu importe. Moi, je l'appelle la grelinette parce que c'est lui qui l'a inventé. Donc ça marche pas pour les terrasses. Hein. Mais le principe est le même. En fait, lorsque l'on laboure ou qu'on retourne le sol, tous les organismes vivants qui vivent sur la surface supérieure de la Terre se retrouvent dessous. Et ceux du dessous se retrouvent dessus. Ceux qui vivent au-dessus, normalement, ce sont des organismes qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'oxygène. Bon, ils se retrouvent dessous, plus de lumière, ils meurent. Ceux du dessous, qui aiment plutôt l'obscurité, se retrouvent au-dessus, ils meurent. Quand vous faites ça, les organismes vivants, je ne parle pas des vers de terre là, hein, ils meurent. Et donc en fait, en retournant votre sol, malheureusement, vous faites retourner votre sol à zéro. Le cycle naturel repart à zéro. C'est dommage. Non, c'est pas mon vocabulaire. Je dis pas c'était nul. Je dis ça marche, mais malheureusement, à chaque fois, ça repart à zéro. Alors que si jamais vous aérez votre sol, d'accord? C'est-à-dire, je vais vous faire une démo. Ah bah là, je vais avoir du mal. Là. Donc, on le plante comme ça, aussi profond qu'on peut. Quand c'est la première fois, la première année, on n'arrivera pas à mettre les griffes en entier. D'accord? C'est normal, c'est la première fois, le sol est dur. On s'appuie dessus, d'accord? C'est important de prendre, en termes de qualité d'outil, il faut prendre une bonne grelinette. Hein. C'est-à-dire avec les dents forgées, comme ça, courbées, pas un truc en métal découpé que vous trouvez à 50 balles dans une jardinerie. Faites pas ça. Eh ben, y a certains forgerons qui le font, ou vous pouvez aussi venir me voir, ça c'est possible. Moi, voilà. Mais je travaille avec une forge dijonnaise qui les fait pour moi. Donc vous appuyez dessus, vous pouvez monter dessus pour aider à s'enfoncer, et après, d'accord, c'est tout. D'accord, il faut surtout pas faire. Non, mais là, si on fait ça, on se pète le dos, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez vu, hein, le dos, en fait, il casse pas quand on fait ça. Donc quand on fait ça, on aère le sol, sans détruire en fait les organismes ou ce qui se pousse dessus. Et à chaque fois, on recule. Voilà, pour pas remarcher en fait sur à peu près de la profondeur qu'on vient de faire. Voilà. Et on fait ça une fois par an. Ça dépend. Soit vous le faites à l'automne, soit avant de planter. C'est pas... Et la première année, c'est un petit peu chiant. Je vous le dis parce que surtout quand on commence sur de la pelouse ou du gazon, la terre elle est dure. Par contre, la deuxième année, c'est comme du beurre. Oui. Je vais vous montrer après comment on fait. Ben non. Eh ben non, non. En fait, la bêche, déjà, ça fait mal au dos hein, de bêcher, hein, franchement. Et en fait, non, parce que vous retournez les couches. Et c'est sûr, c'est propre, c'est nickel, mais malheureusement, vous repartez à zéro. Bon. Mais c'est pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le mieux. Donc si je récapitule,
On choisit le bon endroit, d'accord? On sélectionne les végétaux qui s'aiment bien. Quand on est en balcon, on prend un bac, on achète un bac aux bonnes dimensions. Pour les bacs, on achète du terreau bio, si c'est possible. Oh bah si c'est des terreaux bio, il n'y en a pas non plus des kilos quand même. Mais si c'est écrit bio dessus, oui, je pars du principe que je fais confiance quand même. Sinon... Bien sûr. La question c'est, est-ce que les bestioles viennent toutes seules dans le bac? Oui. Mais quelles sont les vermines auxquelles vous pensez? Alors non, les cafards, ça vit pas... Non. Non, non, c'est pareil. Hein. Là, quand on se pose ces questions-là, on peut se demander dans la nature comment ça se passe. Les animaux, les organismes vivants, ils vivent là où ils se sentent le mieux. On est d'accord, nous aussi. Hein. Donc les organismes qui vont venir dans le bac, ils vont venir là parce qu'ils se sentent bien. Si jamais ils commencent à migrer, c'est qu'il y a un autre endroit qui est plus propice à leur développement. Donc si vous laissez à manger pour les fourmis, bah, c'est sûr, elles vont venir à l'endroit où il y a à manger. Mais dans le bac, en fait, ça va être des micro-organismes, que vous ne voyez même pas. Vous pouvez obtenir des vers en fonction de ce que vous venez apporter en compost. C'est possible d'avoir sur sa terrasse, dans son bac, des vers de terre. Vous allez avoir des chenilles, vous allez avoir plein de choses, oui. Mais si vous prenez bien soin du sol, qu'il est paillé, qu'il respire, que le sol est vivant, ils vont rester là. L'accélérateur de compost, c'est un petit produit, c'est liquide, une fiole. C'était des granules. Bon alors c'est un truc, donc c'est la même. Alors là c'est encore pire que ce que je pensais. Oui. En fait c'est des micro-organismes qui favorisent la décomposition. Et donc quand on l'intègre au compost, en fait on apporte les micro-organismes. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait les micro-organismes, si vous faites comme je venais de vous expliquer, ils viennent tout seuls. La nature est bien faite. Allez pas dépenser 20 balles pour un truc que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez faire... Ah oui, moi je fais pipi dans mon jardin. Oui. Mais si, j'ai des voisins, mais... Après, s'ils veulent regarder, ils regardent. Hein. Non, mais... non, non, mais c'est vrai que bah oui, l'urine, c'est ce qu'il y a le plus azoté qui existe. Donc, alors ça dépend où on le fait, effectivement. Je vais pas faire pipi comme ça dans mon potager. Par contre, au pied des arbres et tout, super. Dans le potager, c'est mieux de le diluer, sinon c'est trop fort. Donc c'est 1 pour 10. Pour les aficionados de ce truc-là, on fait pipi dans une bouteille, hop, et puis on met, pour un volume d'urine, 9 volumes d'eau. Dans le compost ou sur le potager. Oui. Ou pisser sur le compost, oui. Oui. Ouais. C'est de l'azote. Ah non, au pied des arbres, là je fais pipi au pied des arbres, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Vous savez comment voir si un végétal il a besoin d'azote? Oui, si vous le voyez à la feuille. Si elle est plus assez verte et qu'elle commence à jaunir, un petit peu à terne, c'est que là elle a besoin d'un petit coup d'azote. Donc là c'est le moment de faire pipi. Mais, ma femme elle aime pas trop ça non plus. Mais on a une autre technique, vous allez chercher, vous allez trouver. Donc après on dépose du compost, ça c'est tous les ans. Le compost il faut le poser tous les ans. Pas de trop, 2-3 cm. D'accord? Ça sert à rien de mettre 15 cm d'épais de compost. Oui, puis non, puis ça sert à rien le temps que ça soit assimilé par les organismes. Voilà, 2-3 ça suffit. La question c'est comment voir si le compost il est fait. Eh bien, si vous arrivez à toujours reconnaître les éléments qu'il y a dans le compost, c'est-à-dire vos légumes et tout, c'est qu'il n'est pas encore mûr. C'est le mot qu'on utilise, en fait la maturité du compost. Ah oui, c'est comme du terreau. Ben, vous pourrez venir sur mon stand et je vous explique comment on fait. D'accord?
Parce que je sais pas quelle heure il est là, mais faut pas que je, oui, faut que je me dépêche. Donc du coup, la solution pour faire ça, que ça soit dans le jardin ou sur le balcon, c'est de faire des buttes. La butte, c'est quand même quelque chose qui est connu normalement en permaculture. Donc c'est une succession de couches de matière organique. Donc on commence tout en bas avec la couche de carbone. Pour rappeler, hein, le carbone, c'est... Pardon? Les feuilles mortes, ouais. Ah non, le gazon, non. Oui. Donc le carbone, c'est le carton, les papiers. Ok? C'est ça le carbone. Donc on en met une couche 10-15 cm. Okay. Ensuite, dessus, la couche d'azote. Et donc ça, c'est vrai, pour répondre à la question, sur un jardin qui est en bordel ou sur une pelouse, c'est comme ça que je fais. Donc la couche de carbone, ensuite la couche d'azote, c'est là qu'on met la tonte ou les épluchures de légumes, 10-15 cm. Si on a suffisamment de matière, on recommence encore une fois. Le plus dur, c'est ça, hein, c'est d'avoir suffisamment de matière, parce que ça fait du volume. Hein. Carbone, azote. Ensuite, de la terre, un petit peu. Alors la terre, on la trouve où? Eh oui, bonne réponse, merci. Parce que des fois, c'est on l'achète. Mais non, achetez pas de la terre, vous en avez plein dans le jardin. En fait, ma technique, c'est de creuser autour de la butte, vous voyez, là où vous allez marcher, et puis après, on remet dessus. Du compost et la paille. Donc la première année, sur un balcon, on ne fait pas ça. Parce qu'il faut quand même un minimum de terreau. D'accord? Et par contre, les années d'après, on peut en rajouter du carbone et de l'azote. Donc au final, en fait, vous allez avoir une butte qui peut faire 60 cm de haut. Ouais. Puis long comme vous voulez. Après, vous pouvez leur donner des formes. Hein. Mais, et puis après, la première année, qui c'est qui disait que ça se tasse? Qui c'est qui me disait tout à l'heure que la butte, elle se tasse bon, j'ai dû le rêver. Oui, elle se tasse, mais c'est pas grave. L'année d'après, on refait pas ça. Le boulot, c'est la première année. C'est ça que c'est dur à faire. Enfin, c'est dur, c'est long. L'année d'après, on met juste du compost et de la paille. Ok? On peut lui redonner un petit peu de forme. On reprend dans l'allée avec un râteau. Moi, j'ai 3 outils. Une grelinette, un râteau et quand même une bêche. Parce que de temps en temps, quand je dois planter un arbre, j'ai besoin d'une bêche. Voilà, et ça, c'est un exemple, là, c'est chez moi, cet été. Donc, vous voyez, là, on les voit, les buttes. Là, il y en a une là. Il y en a une là. Et une plus haut. D'accord? Donc là, il y a les courges. Là, j'avais mis les tomates. Là, c'était une association différente. Là, c'était mes fraisiers. Bref, voilà. De potager. Mon potager, au total, il fait 150 mètres carrés. Voilà, en gros. Et maintenant, je peux répondre à vos questions. Est-ce que ça a déjà répondu un petit peu à certaines de vos interrogations? Et vous refaites ça tous les ans, du coup? Et voilà. Donc, quand le sol il est vraiment dur, parce que je suis pas un extrémiste, d'accord? Que vous fassiez ça la première année, parce que c'est plus simple, je peux comprendre. Mais la deuxième année, normalement, il n'y a plus besoin. Si votre sol il est paillé, qu'il est protégé, normalement, le sol il va rester comme ça l'année d'après. Et après, l'année d'après, vous prenez ça. Oui. Oui, les différences de température, le chaud. Eh oui, eh oui. Le paillage empêche ça.
Si, mais c'est mieux. Il- Mais le mieux, c'est d'avoir le soleil toute la journée. D'accord. Mais c'est pour ceux qui n'en ont pas, en fait. C'est pour ça que je disais ça. Si on doit choisir, parce que des fois, quand on est sur une terrasse ou un balcon, ou des fois on a un petit terrain, on n'a pas forcément le luxe de choisir l'emplacement. Il faut quand même plus. Les légumes, les plantes ont besoin de lumière. Si, si. Oui. Ah, la question c'est les tomates, elles sont la maladie, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est pas pareil là. Les tomates qui ont le cul noir ou les tomates qui ont le mildiou et tout, c'est pas pareil. Alors, alors oui, alors je vais répondre du coup, je vais donner mon avis, d'accord? Parce que ça, c'est pareil, vous pouvez trouver sur des bouquins, il y a 15 000 avis différents. Donc le mildiou, c'est ce qu'on a tous eu l'année dernière là, d'accord? En fait, c'est un champignon qui se développe lorsqu'il pleut et qui fait chaud après. Et que du coup, le pied de tomate n'a pas le temps de sécher. Bon, le mildiou l'année dernière, il y avait peu de chances enfin, je veux dire, de l'éviter. D'accord? Les professionnels, en serre ou pas, contraités ou pas, quasiment tout le monde a eu le mildiou. Oui. Moi, j'ai perdu allez, la moitié de mes plants de tomates l'année dernière. Mais j'en ai quand même gardé la moitié. Alors, comment faire? Alors là, ça va peut-être vous étonner. J'ai pas de. Hein, il faut. En fait, c'est de la logique, hein, c'est du bon sens. Hein. Pour être plus fort contre une maladie, s'il faut faire, il faut être en bonne santé. On est d'accord? Alors, du coup, un pied de tomate, son patrimoine génétique, il vient de quoi? Non, il vient pas de la terre, son patrimoine génétique. De la graine. Eh bien oui. Donc le choix de la graine ou le choix du plant, c'est vachement important. Si, là, je vais être un peu critique du coup encore, mais si vous achetez des plants de tomates à 20 centimes dans une jardinerie, il y a de bonnes chances que quand il pleut, il chope le mildiou. Par contre, si vous achetez des espèces, des variétés anciennes, ou mieux, que vous récupériez vous-même vos graines de tomates année après année. Donc moi, cette année, par exemple, les tomates qui n'ont pas chopé ou qui ont chopé le mildiou, mais que j'ai quand même pu manger, j'ai récupéré leurs graines. Parce que du coup, la graine, elle a déjà été exposée au mildiou. Voyez, c'est comme ça en fait qu'on construit des espèces plus résistantes. C'est ça la meilleure solution. Et le problème du cul noir des tomates, c'est autre chose. Ça, c'est un problème d'arrosage. C'est pas d'arrosage et d'un coup beaucoup. Moi, dans mon jardin, alors l'année dernière, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a plus tout le temps, donc j'ai jamais arrosé. Mais l'année d'avant, j'ai arrosé peut-être une semaine ou deux, je me rappelle plus bien, au mois d'août. C'est tout. Quand vraiment il fait chaud, chaud, chaud. Mais il n'y a pas besoin en fait. C'est avec un bon paillage, avec un bon couvert végétal, mais en fait, il n'a pas besoin d'arroser. On arrose quand il y a besoin. C'est-à-dire quand le sol il est dur ou sec, ou quand les végétaux ils ont à avoir soif, c'est là qu'on arrose. Et quand vous arrosez, il vaut mieux arroser un gros coup moins souvent qu'un petit peu tout le temps. Parce que si vous arrosez un petit peu tout le temps, ben, l'eau, elle reste en surface. Du coup, les végétaux, pour boire, eh ben, leurs racines, ils vont en surface. Si vous arrosez beaucoup, mais pas souvent, du coup, l'eau pénètre au fond. Et ça, c'est le fonctionnement naturel hein, de la nature. Du coup, les racines vont chercher l'eau au fond. C'est 10 litres par mètre carré. Un arrosoir par pied de tomate. Et quand vous faites ça, si jamais les racines, vous l'obligez, hein, du coup, vous les faites un peu souffrir, vos végétaux, du coup, les racines vont profondément. Mais le jour où il fait vraiment chaud, les racines sont déjà au fond. Si vous les chouchoutez trop, eh ben, le jour où vous oubliez d'arroser ou vous partez un week-end en vacances et c'est la canicule, clac. Moi, tous les plants de légumes que je fais, je peux vous assurer ou les plants de fruitiers que je fais, je peux vous assurer qu'ils en bavent les pauvres. Mais parce que du coup, après, ils sont plus costauds. Voilà. Le marc de café, c'est super. Les vers de terre, ils adorent. Comment?
Oui, exactement. Voilà, donc j'ai un stand, d'accord? Je suis au C21. Mon métier, je vous le redis, je suis formateur. Et en fait, les conseils que je vous donne, je les donne aussi à domicile. Je me déplace en fait chez vous pour donner des trucs et astuces comme je viens de le faire. Et on fait ensemble. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu.